J'enregistre. Pour les absents, j'enregistre le cours, j'ai oublié de le faire, donc il va manquer une demi-heure, 40 minutes. Le gouvernement donc, a découvert que ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont des effets juridiques. Je vais voir ensuite des contentieux dans lesquels l'État est condamné parce qu'il n'a pas respecté les objectifs qu'il s'était lui-même fixés. Donc, pour éviter de s'exposer à cette critique, le gouvernement dit, bon, on va être plus réaliste, on remonte le plafond. Ouais, pourquoi ça a changé entre 2015 et 2020 qu'on est moins ambitieux alors qu'on semblerait avoir des objectifs de plus en plus élevés. Alors, l'article L222-1, L222-1, grand B du Code de l'environnement, c'est l'article L222-1, grand B du Code de l'environnement, définit la marche à suivre, pour conduire, donc cet article définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, cet article 222-1-B du Code de l'environnement définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique. Donc, on doit les réduire, mais il faut être raisonnable, il ne faut pas mettre en péril l'activité économique à moyen et long terme. Et donc, il est indiqué, par exemple, j'ai repris l'article, et dire, voilà, on fixe des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais attention, dans des conditions soutenables sur le plan économique. Qu'est-ce qu'il est possible de faire sans engendrer 1 million de chômeurs supplémentaires, voyez, pour dire les choses clairement. Et il est dit dans cet article qu'elle tient compte, cette politique, de la spécificité du secteur agricole. Elle tient compte, donc ça c'est dit expressément, de la spécificité du secteur agricole. Elle veille à cibler, cette politique veille à cibler le plan d'action, c'est-à-dire la stratégie nationale bas carbone, le budget carbone. Elle veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel, d'atténuation de certains secteurs. Voilà, on fixe un plafond. Il faut tenir compte du fait que dans certains secteurs, il va être difficile de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. D'en tenir compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique, naturellement produites par l'élevage des ruminants. Alors ça, c'est le point qui est le plus générateur d'émissions de gaz à effet de serre par l'agriculture, c'est les émissions naturelles par les ruminants. Et dit, voilà, c'est un fait, mais on ne veut pas mettre en péril l'activité agricole. Alors, vous avez d'autres qui vous disent, il y a un journaliste qui s'était spécialisé dans ces questions, qui est M. Nicolino, qui a écrit plusieurs ouvrages, notamment un ouvrage sur la viande. Le titre de l'ouvrage, c'est Bidoche, dans mon souvenir. Et il décrit que c'est aussi un modèle d'alimentation. On mange beaucoup de viande. Et donc, naturellement, il faut beaucoup de bovins et ça a des effets sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, la solution, ça pourrait être de changer les modes d'alimentation. Alors, il est dit également que dans l'article 222-1-B, article 222-1-B, il est indiqué que cette politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, cette politique de réduction des gaz à effet de serre doit veiller à ne pas substituer à l'effort national, d'atténuation, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, une augmentation du contenu carbone des importations. J'en ai déjà parlé. Il ne faut pas, donc, concrètement,
que la France réduise ses émissions de gaz à effet de serre parce qu'elle génère des émissions de gaz à effet de serre ailleurs par des produits qu'elle importe. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la législation française maintenant, il y a la notion d'empreinte carbone qui est calculée par les services statistiques du ministère chargé de l'écologie, de la transition écologique, qui, donc l'empreinte carbone calcule la quantité de gaz à effet de serre qui est émise pour satisfaire la consommation française. Donc, ça comprend les produits importés. Ça, c'est l'empreinte carbone. Donc, l'idée, hein, c'est dit dans la loi, article L222-1-B, la France doit faire des efforts pour générer moins d'émissions de gaz à effet de serre sur son territoire. Il ne faut pas que ça soit fait par l'exportation ailleurs de nos émissions de gaz à effet de serre, de produits qu'on réimporte ensuite. En 2007, l'empreinte carbone par Français, donc ça commence à remonter maintenant, hein. En 2007, on doit pouvoir trouver des chiffres plus récents, l'empreinte carbone, que je n'ai pas sous les yeux, en 2007, l'empreinte carbone par Français était de l'ordre de 12 tonnes équivalent CO2 par an, contre 8 tonnes pour les émissions de gaz à effet de serre émis sur le territoire métropolitain. Donc 12 tonnes l'empreinte carbone et 8 tonnes pour les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire métropolitain. Ce qui est certain, c'est que de 1990 à 2007, l'empreinte carbone par personne a augmenté de 5%, alors que le niveau moyen par personne des émissions sur le territoire diminuait, lui, de 15%. Bah, ça s'explique, ce n'est pas un effort, ce n'est pas forcément des efforts, hein, c'est que ça s'explique en partie par le fait que notre industrie sur le territoire a baissé au détriment, donc, par délocalisation ailleurs de la production industrielle. Ça, c'est un élément important qui explique, donc c'est à la fois, donc, il y a augmentation de l'empreinte carbone par personne et réduction des émissions de gaz par personne sur le territoire. Pour que le document appelé budget carbone, stratégie nationale bas carbone, pour que le document appelé stratégie nationale bas carbone, dans le langage, le budget carbone, ait un sens, il faut apprécier les projets, propositions de loi. Pour que ce document ait un sens, il faut apprécier les projets, propositions de loi déposés, les amendements par rapport à ces objectifs. Sinon, ça n'a pas de sens. Pour que la stratégie nationale bas carbone ait un sens, il faut apprécier les projets, propositions de loi, amendements par rapport aux objectifs qui ont été fixés en dernier lieu par le décret du 21 avril 2020. Dans son rapport 2021, le Haut Conseil pour le climat, qui a été créé de manière informelle, je vous l'avais dit, au moment de la crise des Gilets jaunes, et qui a été consacré légalement par la loi du 8 novembre 2019, eh bien, dans son rapport 2021, le Haut Conseil pour le climat regrette que les études d'impact des projets de loi, quand le gouvernement dépose un projet de loi, il doit l'accompagner d'une étude d'impact. Voilà ce qu'on attend, voilà les effets que ça va produire, etc. Eh bien, le Haut Conseil pour le climat regrette que les études d'impact des projets de loi soient encore insuffisantes et ne prennent pas suffisamment en compte les impacts environnementaux des dispositions proposées. Le gouvernement a encore un effort à faire quand il dépose un projet de loi dans son étude d'impact, parce que l'étude d'impact ne vise pas, cette étude d'impact du projet de loi ne vise pas que des questions environnementales. Par exemple, on va voter une loi sur un projet de loi sur l'assurance chômage. Qu'est-ce qu'on attend, quelle est la situation à laquelle on veut répondre? Oui, là, il n'est pas question d'environnement. Mais ce que le Haut Conseil pour le climat regrette, c'est que justement, dans l'étude d'impact, il n'y ait pas suffisamment d'études des effets environnementaux des lois proposées. Le Haut Conseil relève que sur la période octobre 2019, mars 2021, donc 2 ans, seuls 4% des articles
seuls 4% des articles votés, de lois promulguées, ont fait l'objet d'une étude environnementale. Alors, paragraphe 3, mais rapidement, le label bas carbone, c'est en prolongement de cette stratégie nationale bas carbone. C'est dans le prolongement. Afin d'atteindre les objectifs affichés dans la stratégie nationale bas carbone, l'État encourage les activités qui peuvent concourir. Donc, l'État encourage les activités qui peuvent concourir à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il fixe des objectifs dans le décret de 2020 en dernier lieu, et puis ensuite, il essaye d'encourager des activités qui peuvent concourir à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça que le Premier ministre a créé, c'est un décret du 28 novembre 2018, donc c'est pour ça que le Premier ministre a créé, c'est un décret du 28 novembre 2018, un label bas carbone. Ce label vise à favoriser l'émergence, donc ce label vise à favoriser l'émergence de projets additionnels. Donc ce label vise à favoriser l'émergence de projets additionnels de réduction d'émissions des gaz à effet de serre. Donc, une entreprise peut déposer un dossier pour dire, voilà, j'aimerais que mon activité soit reconnue comme étant bas carbone, et elle obtiendra un label qui va lui permettre de le faire valoir pour montrer sa stratégie. Vous voyez, par exemple, le label bas carbone pourra, par exemple, financer des plantations d'arbres en France. L'entreprise dit, voilà, je soutiens la plantation d'arbres en France pour atteindre une réduction, les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Autre exemple, un agriculteur s'engage dans des pratiques de nature à avoir des effets sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, un agriculteur s'engage dans des pratiques qui sont susceptibles d'avoir des effets positifs sur les émissions de gaz à effet de serre, planter des haies, réduire l'utilisation des engrais chimiques, par exemple. Et en contrepartie, il est soutenu financièrement par une collectivité ou une entreprise qui montre donc son action, l'entreprise montre son action de réduction des émissions de gaz à effet de serre en soutenant un agriculteur financièrement qui mène des actions favorables à cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, paragraphe C maintenant, grand C, les obligations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont des effets juridiques. Les obligations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont des effets juridiques. Donc, jusqu'ici, je vous ai montré qu'il y a des textes, d'abord la loi qui fixe des objectifs, ensuite des textes réglementaires, stratégie nationale bas carbone notamment, qui indiquent que le gouvernement, l'État s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, ces textes juridiques ont ensuite des effets. C'est ce que je vois maintenant. Il est fréquent maintenant que des associations, des collectivités, donc il est fréquent maintenant que des associations, des collectivités ou des citoyens contestent l'incapacité de l'État à faire respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, contestent donc l'incapacité de l'État à faire respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l'État a lui-même imposés. Et le juge administratif a été saisi, donc le juge administratif a été saisi d'actions convergentes
qui ont donc le même but, hein, c'est de dire, voilà, l'État a fixé des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, objectif qu'il n'a pas atteint, il faut condamner l'État. Et donc le juge administratif a été saisi d'actions convergentes, mais il y a des actions qui relèvent du contentieux de l'annulation. Les requérants demandent l'annulation d'actes qui ne vont pas dans le sens d'actes de l'État, qui ne vont pas dans le sens de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Contentieux de l'annulation, que je verrai dans le paragraphe premier. Et puis, il y a également des actions en responsabilité, contentieux de la responsabilité, que je verrai dans le paragraphe 2. Je commence par le paragraphe premier, le contentieux de l'annulation. Paragraphe premier, donc le contentieux de l'annulation. Donc, c'est la commune de Grande-Synthe, S-Y-N-T-H-E, donc la commune de Grande-Synthe. Ah oui, vous auriez dû, Monsieur Malek, vous me l'aviez dit en conversation, vous auriez dû faire preuve d'autorité et me le dire de vive voix. Là, je trouve seulement, là, je retrouve les fonctionnalités de Zoom, j'avais perdu tout ça, là, à discuter, oui, pardon, je l'ai fait trop tard. Donc, on a perdu 30 minutes. 40. Donc, la commune de Grande-Synthe, qui, je crois, est une commune, enfin, j'en suis sûr, même, qui est dans la banlieue à proximité de Dunkerque, qui a saisi le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Environnement, enfin, de la transition écologique. Donc, la commune a saisi ces différentes communes, ces différentes autorités, pardon, parce qu'elle ne sait pas, oui, je vois, il y a le Auchan de Dunkerque, la Grande-Synthe, ouais, ça touche Dunkerque. Hein. Il y a un Formule 1 pas loin. Ouais. Galerie municipale Robespierre, donc ça relève quand même, je pense, une certaine orientation. Mais entre Grande-Synthe et Dunkerque, il y a une autre ville qui s'appelle Saint-Paul-sur-Mer, apparemment, où il y a un Castorama d'ailleurs. Voilà. Alors, donc, donc la commune saisit les différentes autorités parce qu'elle ne sait pas qui est compétent. Donc, elle se dit, dans le doute, je saisis les différentes autorités de l'exécutif. Et la commune donc, a demandé à ces différentes autorités de prendre les mesures, je cite, pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national. Donc, la commune dit, voilà, je vous demande à vous, président de la République, Premier ministre, ministre de la Transition écologique, de prendre les mesures qui s'imposent pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national. Ces autorités n'ont pas répondu. Ces autorités ont gardé le silence. Donc, en droit administratif, quand une autorité garde le silence, cela veut dire qu'elle refuse d'agir. Le silence vaut refus. C'est une règle qui a été imposée il y a un siècle, parce qu'avant, vous voyez, l'administration pouvait ne rien faire, ne rien dire, et il n'y avait rien à attaquer. Donc, c'est une garantie qui est donnée, ça. Quand l'administration ne répond pas, ça veut dire qu'elle refuse. Le refus est un acte administratif qui peut être attaqué. C'est une garantie. Jusqu'à une loi de 2015 ou 13, je ne sais plus, le principe était que le silence valait refus. Maintenant, c'est le contraire. Le silence, en principe, vaut acceptation. Donc, vous voyez, ça, c'est défavorable à l'administration. Avant, l'administration pouvait dire, bon, moi, je ne fais rien, je n'ai pas le temps, tant pis, la décision qui sera prise sera une décision de refus. Maintenant, c'est une décision d'acceptation. Donc, si elle ne fait rien, la décision qu'elle n'avait pas forcément envie de prendre, la décision positive, va naître du silence. C'est une règle qui a été imposée par une loi, je crois, de 2013, mais qui en pratique est difficile à mettre en place, ce qui fait qu'il y a eu des textes d'application qui ont prévu de nombreuses exceptions à la règle selon laquelle
le silence vaut acceptation. Donc, il y a énormément d'exceptions. Le système est devenu assez confus. Exception. Et l'exception, c'est que le silence vaut refus, notamment quand on fait une demande. C'est le cas ici, vous voyez. Et donc, la commune de Grande-Synthe a introduit un recours pour excès de pouvoir. C'est le recours contre les actes administratifs. Donc, la commune de Grande-Synthe a introduit un recours pour excès de pouvoir contre ce refus d'agir du président de la République, du Premier ministre, du ministre de la Transition écologique. Le Conseil d'État a statué sur ce recours. C'est un arrêt du Conseil d'État du 19 novembre 2020. Conseil d'État, 19 novembre 2020, commune de Grande-Synthe. S-Y-N-T-H-E, commune de Grande-Synthe. C'est un arrêt qui a été abondamment commenté. C'est la requête numéro 427 301. 427 301. Et par exemple, vous pourrez trouver un commentaire de cette décision à l'AJDA, Actualité juridique de droit administratif, qui est une revue que vous avez à disposition sur les ressources documentaires électroniques, où vous trouverez à la bibliothèque. AJDA 2021, page 226. C'est une note de Madame Cassella, C-A-S-E-2-L-A, qui est une internationaliste, une spécialiste du droit international. Donc, elle voit l'arrêt surtout du point de vue du droit international. Elle est professeure chez nous, d'ailleurs, depuis cette année. Et puis, vous avez un autre commentaire à l'AJDA 2021, page 217, de M. Delzangle, D-E-L-Z-A-N-G-L-E-S, Delzangle, qui, lui, est plus spécialiste de droit administratif interne, donc qui va se focaliser sur les problèmes de droit interne. Et il y a eu d'autres commentaires. Alors, pour obtenir la censure, l'annulation de l'inaction de l'État, l'État dit, moi, ne répond pas, je ne ferai rien pour répondre à l'urgence climatique. La commune invoquait différents textes internationaux. Donc, la commune se fonde sur différents textes internationaux. Alors, il faut savoir qu'un particulier ne peut invoquer un traité international. Donc, un particulier ne peut invoquer un traité international que si ce traité a un effet direct. Donc, un particulier ne peut invoquer dans un litige devant le juge français un traité international que si ce traité a un effet direct. De quoi s'agit-il? En vertu de l'article 55 de la Constitution, les traités ont une autorité supérieure à la loi. Les traités ont une autorité supérieure à la loi. Et donc, a fortiori, sur les actes administratifs. Donc, ça, c'est réglé. Les traités sont supérieurs à la loi et, naturellement, aux actes administratifs, aux décrets, etc. Mais ça, c'est un premier point. Mais ensuite, il faut que le traité ait un effet direct, c'est-à-dire que la stipulation que l'on invoque soit directement applicable. Si les États qui ont signé le traité sont restés dans les considérations générales, oui, le traité a une autorité supérieure à la loi, mais vous ne pouvez pas l'invoquer parce qu'il n'est pas suffisamment précis. Il faut attendre qu'il soit complété par des lois et règlements. Le Conseil d'État a changé sa définition de l'effet direct dans un arrêt Gisti de 2012. Donc, le Conseil d'État, c'est lui qui dégage les critères qui indiquent que le traité a un effet direct ou pas. Et en 2012, dans un arrêt Gisti, Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés, Gisti, c'est une association très active dans le contentieux administratif. Et donc, dans cet arrêt de 2012, le Conseil d'État a changé les critères de l'effet direct dans un sens plus favorable à l'effet direct. Avant 2012, il y avait deux critères de l'effet direct. Pour qu'une disposition soit invocable, dans un litige, il faut qu'elle soit claire, précise, inconditionnelle. Ça vaut pour les traités, mais ça vaut pour toutes les normes que vous invoquez. Pour que vous puissiez vous fonder sur un texte, dire, voilà, je vous demande d'appliquer ce texte,
ben, il faut que le texte soit clair, précis, inconditionnel, pas subordonné à des conditions. C'est le critère de l'effet direct d'un acte, quel qu'il soit, et y compris les traités internationaux. Ça, c'est le premier critère. Mais avant 2012, le Conseil d'État utilisait un second critère pour les traités, qui était de savoir si les États qui avaient signé le traité, qui est un contrat, les États qui avaient signé le traité avaient l'intention de ne se lier qu'eux-mêmes, les États, et pas de créer des droits pour les citoyens. C'était le second critère, ça. Est-ce que les États, quand on lit les stipulations du traité, ont eu l'intention de créer des obligations à leur égard, les États signataires, mais pas de créer des droits au profit des citoyens. Et ça, c'est un critère qui était défavorable à l'effet direct. Je vais vous donner un exemple. Alors, je n'ai pas la référence de l'arrêt sous les yeux, mais dans un arrêt, une association invoquait une convention internationale ratifiée par la France, convention internationale, je crois, une convention sur la protection des oiseaux utiles à l'agriculture. Donc, la France a ratifié une convention internationale sur la protection des oiseaux utiles à l'agriculture. Et il y a un article de cette convention, qui interdit d'utiliser les pièges pour chasser les oiseaux. C'est l'article 7, je crois, de la Convention qui dit, voilà, interdiction d'utiliser des pièges pour chasser les oiseaux. La France a ratifié cette convention. Et l'article est clair, hein, interdiction d'utiliser les pièges, etc. Et donc, une association attaque un arrêté du préfet qui a autorisé la chasse à l'aide de pièges qu'on appelle des tendelles, T-E-N-D-E-2-L-E, ce sont des pièges. Donc, le préfet a autorisé la chasse à l'aide de tendelles dans des départements du sud de la France, notamment, il y a l'Ardèche et les départements voisins. C'est une pratique dans ces départements, de chasser les oiseaux en tendant des pièges. Donc, l'association soutient que cet arrêté du préfet méconnaît la Convention internationale. Ça, c'est avant l'arrêt Gisti de 2012. Le Conseil d'État constate que c'est vrai, l'article 7 du traité est clair, précis, inconditionnel, interdiction d'utiliser des pièges pour chasser les oiseaux, mais il faut lire la Convention dans son ensemble, et il apparaît, c'est le Conseil d'État qui interprète, que les États, en signant cette Convention, ont uniquement voulu, on lit notamment le préambule du traité, ont uniquement voulu se fixer des obligations à eux-mêmes, pas créer des droits au profit d'associations ou de citoyens. Donc l'idée, c'est, compte tenu de la rédaction notamment du préambule du traité, les États se sont fixés pour objectif, à eux, d'interdire la chasse à l'aide de pièges. Ça veut dire que l'État s'est engagé à adopter des lois qui vont interdire la chasse à l'aide de pièges. Mais tant que cette loi n'a pas été adoptée, eh bien, le traité n'a pas d'effet direct. Vous voyez, donc ça, c'était avant 2012. Alors que la disposition est claire, précise, inconditionnelle, interdiction d'utilisation de pièges, dès lors que le Conseil d'État estime, c'est l'application du second critère, que l'intention des États a été de se lier eux-mêmes, mais pas de lier les autres, de créer des droits pour les autres, eh bien, la disposition claire n'est pas applicable. En 2012, dans l'arrêt Gisti, le Conseil d'État abandonne ce second critère, celui selon lequel il faut regarder si les États n'ont pas voulu se lier uniquement eux. Il n'y a plus que le critère de la clarté, de la précision, de l'inconditionnalité. Ce qui veut dire qu'après 2012, eh bien, le Conseil d'État aurait considéré que la Convention sur la protection des oiseaux utiles à l'agriculture et son article 7 qui interdit l'usage de pièges était d'effet direct. Il dirait ça aujourd'hui.
Alors, l'effet direct donc, subsiste, mais uniquement sur le premier critère, clarté, précision, inconditionnalité. Donc, dans l'affaire commune de Grande-Synthe, la commune invoque plusieurs stipulations internationales. Le Conseil d'État doit se demander si ces conventions internationales sont d'effet direct, c'est-à-dire claires, précises, inconditionnelles. Le Conseil d'État juge dans cet arrêt du 19 novembre 2020 que les conventions internationales qui sont invoquées par la commune, en vertu desquelles l'État s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Conventions internationales en vertu desquelles l'État s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. N'ont pas d'effet direct. N'ont pas d'effet direct. Car le plus souvent, quand on les lit, elles renvoient à des dispositions nationales pour les concrétiser. Alors, ce n'est pas le retour du premier critère, mais ça veut dire qu'elles ne sont pas suffisamment précises quand il y a un objectif de réduction, mais quand s'applique-t-il, comment l'applique-t-on, etc. Ça appelle nécessairement des lois pour lui apporter clarté, précision et inconditionnalité. Donc ça, c'est plutôt défavorable à l'action de la commune, mais Mme Cassella, dans sa note, que je citais il y a 5 minutes, Mme Cassella indique que, cependant, et elle parle d'effets indirects, cependant, le Conseil d'État indique dans son arrêt commune de Grande-Synthe qu'il utilisera les stipulations des traités, qui n'ont pas d'effet direct, il les utilisera néanmoins pour interpréter les dispositions de droit national, les dispositions de droit français, qui fixent des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez, il y a des objectifs qui sont dans le Code de l'environnement ou le Code de l'énergie qui fixent des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, il faut regarder ces objectifs en fonction des conventions internationales ratifiées par la France. Alors, j'ai laissé passer la pause parce qu'on est tous chez nous. Là, je me suis dit, mais ce que je ferai, il est 39, je m'arrêterai à peu près à… Le cours devrait s'arrêter donc à 10h30. Je m'arrêterai à 10h15 si ça ne vous voyez pas d'inconvénient. Je ne fais pas de pause et je m'arrêterai à 10h15, ce qui me permettra de partir ensuite pour l'université en espérant que ça roule bien. Et donc, en substance, dans son recours, la commune de Grande-Synthe reproche aux autorités de l'État qu'elle a saisies de ne rien faire ou de ne pas faire assez pour lutter contre le changement climatique, contre le réchauffement climatique, et qu'elle va en subir les conséquences négatives. Dans son arrêt, le Conseil d'État identifie précisément, dans son arrêt, vous irez le lire, le Conseil d'État identifie précisément les dangers qu'encourt la commune si on ne fait rien contre le réchauffement climatique. Le Conseil d'État donc s'appuie sur les données publiées. Donc le Conseil d'État s'appuie sur les données publiées par l'Observatoire national, données publiées par l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Donc il y a un observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, et cet observatoire à propos de réchauffement climatique, donc j'éteins la lumière. Donc, cet observatoire national identifie le secteur du Dunkerquois. La commune de Grande-Synthe est dans cette région qu'on appelle le Dunkerquois. Identifie le secteur du Dunkerquois comme relevant d'un indice d'exposition au risque climatique, comme relevant d'un indice d'exposition au risque climatique qualifié de très fort. La commune est à proximité du littoral, proximité de la mer. Elle est donc exposée dans un avenir proche à des inondations. Elle est également exposée à une amplification des épisodes de forte sécheresse. Alors certes, ces effets ne se produiront qu'en 2030, 2040, mais dans le contentieux de la responsabilité, on n'est pas dans le contentieux de la responsabilité, là, on est dans le contentieux de l'annulation.
mais on peut quand même faire un rapprochement. Le Conseil d'État ne répare pas les préjudices éventuels, on n'en est pas sûr. En revanche, il répare les préjudices futurs qui sont certains. Donc, ce n'est pas parce que ces effets du réchauffement climatique ne feront sentir leurs effets qu'en 2030-2040 que ça empêche la commune de Grande-Synthe de demander aujourd'hui aux autorités d'agir pour y remédier. Ensuite, le Conseil d'État circonscrit le contentieux. Le Conseil d'État, donc, délimite le contentieux. Vous voyez, la commune avait demandé aux autorités qu'elle saisissait, donc la commune avait demandé aux autorités qu'elle avait saisies, président, Premier ministre, ministre de la Transition écologique, je cite, ouvrez les guillemets, enfin vous faites ce que vous voulez, mais là je cite, de rendre obligatoire la priorité climatique. Et je vous demande, président de la République, Premier ministre, ministre, de rendre obligatoire la priorité climatique. Ça, le gouvernement indique qu'il est incompétent pour statuer sur ce point. C'est trop général, c'est adresser une injonction aux instances gouvernementales. Non, ça, ce n'est pas possible. Il faut délimiter l'obligation du gouvernement. En revanche, il est incontestable. Que le législateur, ça, ce n'est pas la commune de Grande-Synthe, c'est concret, ça. Il est incontestable que le législateur a voté un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le législateur a voté un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 40% entre 90 et 2020. Et cet objectif est fixé à l'article L104, c'est la loi, ça, L104 du Code de l'énergie. Et puis ensuite, les autorités réglementaires adoptent des textes qui doivent permettre d'atteindre ces objectifs. Là, par exemple, je les ai vus il y a 2 minutes, la programmation pluriannuelle de l'énergie, puis la stratégie nationale bas carbone, qui résulte en dernier lieu du décret du 21 avril 2020, 2 décrets de ce jour-là, l'une sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, l'autre sur la stratégie nationale bas carbone. À ce stade, quand le Conseil d'État statue, le Conseil d'État n'est pas en mesure de dire si ce décret fixant la programmation pluriannuelle de l'énergie, et puis accessoirement le décret sur la stratégie bas carbone, le Conseil d'État n'est pas en mesure de dire si le décret permet d'atteindre l'objectif fixé. Est-ce que, avec la politique énergétique qui est mise en place dans le décret du 21 avril 2020, est-ce que la France est en mesure d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Le Conseil d'État dit, moi, je ne peux pas dire. Donc, le Conseil d'État ordonne un supplément d'instruction, ce qu'il peut faire pour obtenir des éléments qui vont lui permettre de se faire une idée plus précise. Donc, il donne un délai aux autorités de l'État et puis à la commune, à ses avocats, pour donner des informations. Et donc, après ce supplément d'instruction, qui a permis aux différentes parties de fournir des informations supplémentaires, le Conseil d'État annule le refus du Premier ministre, donc c'est au Premier ministre d'agir, ce n'était pas au Président de la République ou au ministre de l'Environnement. C'est normal, puisqu'il va falloir agir pour adopter des textes, des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de politique énergétique. Et on a vu que ça relevait du Premier ministre. Ce sont des décrets. Donc le Conseil d'État dit, c'est au Premier ministre, j'annule le refus du Premier ministre d'agir. Donc le Conseil d'État annule le refus du Premier ministre de prendre des mesures supplémentaires pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Donc, je vous le disais, dans le décret du 21 avril 2020, dans le décret du 21 avril 2020, le gouvernement, le Premier ministre, a relevé le plafond d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au décret de 2015. Pour être plus réaliste, ce n'est pas la peine qu'on fixe des objectifs irréalistes parce qu'on ne les atteindra pas. Et surtout parce que si les objectifs qui ont été fixés ne sont pas atteints, eh bien, le gouvernement s'expose à des actions administratives, des actions contentieuses, pardon. Mais même ainsi réduit, même si le décret du 21 avril 2020 fixe des objectifs moins ambitieux qu'en 2015, selon le Conseil d'État, le gouvernement n'atteindra pas ces objectifs revus à la baisse. En 2019, selon le centre interprofessionnel, donc en 2019, selon le centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, CITEPA, CITEPA, Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre se sont élevées à environ 441 millions de tonnes équivalent CO2, selon les dernières données quand le Conseil d'État statue. Et alors, je ne sais plus combien le plafond, tout à l'heure j'ai donné le plafond qui résulte du décret de 2020, décret du 21 avril 2020. J'ai dit ça a été revu à la baisse. Je l'ai là. 422 millions de tonnes, c'est l'objectif, c'est le plafond qui a été fixé. Donc, et là, on est à 441 millions. Vous voyez, donc, même revu, même le plafond relevé, 420 millions de tonnes de CO2 par an, contre 399 millions de tonnes qui avaient été fixées par le décret de 2015, eh bien, on est encore au-dessus. 400, je viens de vous donner le chiffre, 441 millions. Donc, il va falloir que le Premier ministre prenne des mesures pour atteindre ne serait-ce que l'objectif fixé dans le décret de 2020. Donc, le Conseil d'État annule le refus d'agir après avoir obtenu ce supplément d'instruction du Premier ministre, parce qu'il faut agir, et lui adresse une injonction de prendre ces mesures avant le 31 mars 2022. Donc, le Premier ministre, le Conseil d'État annule le refus d'agir et puis dit « Je vous ordonne de prendre des mesures complémentaires avant le 31 mars 2022 », ce qu'a fait le gouvernement. Le gouvernement a pris quelques mesures pour essayer d'atteindre les objectifs, de rester en dessous du plafond qui était fixé par le décret du 21 avril 2020. Ça, c'était le contentieux de l'annulation. Et puis, il y a un contentieux voisin, les objectifs sont les mêmes, mais cette fois, c'est un contentieux de la responsabilité, que je vois dans le paragraphe 2. Contentieux de la responsabilité. Donc, plusieurs associations, donc paragraphe 2, contentieux de la responsabilité, plusieurs associations, Oxfam France, OXFAM, Oxfam France, l'affaire du siècle, c'est une association, ont introduit une action en responsabilité contre l'État. Ont introduit une action en responsabilité contre l'État. Donc, cette fois, les requérants ne demandent pas l'annulation d'un acte, ils demandent des dommages-intérêts. Donc, les associations introduisent une action en responsabilité contre l'État, lui réclamant 1 euro au titre du préjudice moral et 1 euro au titre du préjudice écologique. Et les associations, vous voyez, on sait qu'on est dans un contentieux de l'annulation ou un contentieux de la responsabilité selon la demande qui est faite. Dans le premier cas, la commune de Grande-Synthe
demandait l'annulation du refus d'agir du Premier ministre. Dans ces contentieux, les associations demandent de l'argent. Symboliquement, hein, on veut la condamnation de l'État, 1 euro, pour dire, voilà, l'État n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et les associations, donc, après s'être vues opposer un refus, parce que quand vous attaquez, quand vous demandez réparation à une personne publique, vous ne pouvez pas aller directement devant le juge. Il faut lier le contentieux, comme on dit. Il faut obtenir une décision préalable. Donc, les associations ont saisi l'État en lui disant, voilà, vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On vous demande 1 euro au titre du préjudice moral et 1 euro au titre du préjudice écologique. L'État ayant refusé de faire droit à cette demande, eh bien, ce refus lie le contentieux. C'est la décision préalable qui permet ensuite aux associations de saisir le tribunal administratif. Et donc, une fois qu'elles ont eu ce refus d'indemniser, les associations ont saisi le tribunal administratif de Paris de cette action en responsabilité. Et à l'occasion de cette action, les associations demandent également au tribunal d'enjoindre l'État de mettre un terme à l'ensemble de ces manquements, prendre des mesures pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Le tribunal administratif s'est prononcé par un jugement. Pour les tribunaux, on dit jugement, on ne dit pas arrêt. Tribunal administratif de Paris, 3 février 2021. Tribunal administratif de Paris, 3 février 2021, association Oxfam France. C'est la requête numéro 1904 967. 1904 967. Le jugement a été commenté. Le jugement a été commenté à l'AJDA 2021, Actualité juridique de droit administratif 2021, page 239. Et il a été commenté ailleurs, hein, dans d'autres. C'est un commentaire parmi d'autres. C'est un jugement qui a donné lieu. Ah oui, Madame Boger-Leleu, elle vient de m'envoyer un mail. Elle est dans un état grippal. Voilà. Eh bien, je vais lui souhaiter, pendant que j'y pense, un prompt rétablissement. C'est le moins que je puisse faire. Voilà, c'est fait. Alors, saisie de ce contentieux de responsabilité. Donc, finalement, vous voyez, les actions ne sont pas les mêmes, annulation, responsabilité, mais les associations et la commune demandent la même chose. En fait, ils disent, voilà, ils reprochent la même chose à l'État. Vous n'avez pas pris les mesures qui s'imposent pour réduire vraiment les émissions de gaz à effet de serre. Et à la fin, ça se termine de la même façon, puisque, que ce soit annulation ou responsabilité, les associations, comme la commune de Grande-Synthe, demandent au tribunal qu'il ordonne à l'État d'agir. Injonction. Alors là encore, les associations rappellent que l'État a fixé des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. Objectifs qui sont rappelés dans les textes que j'ai vus dans les paragraphes précédents. Ces objectifs n'ont pas été tenus. Je l'ai dit. Il en résulte donc une faute. Nous sommes dans la responsabilité. Il en résulte une faute qui engage la responsabilité de l'État. Dans le contentieux de la responsabilité de la personne publique est engagée si elle a manqué à une obligation. C'est pour ça que le tribunal administratif donc, identifie une obligation. Ben ouais, il y a des textes qui prévoient des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, je les ai rappelés auparavant, et l'État n'a pas adopté des mesures qui permettaient d'atteindre ces objectifs. Il a donc manqué à une obligation. Il a commis une faute. C'est un des problèmes ou une des évolutions du contentieux de la responsabilité ces dernières années. Le législateur a tendance à voter des obligations sans se préoccuper des conséquences.
Et il y a une demande de la population de dire, voilà, il faut faire des choses dans ce domaine, etc. Donc, le législateur dit, pas de problème, on intervient, on vote une loi qui pose une obligation. Et naturellement, après, cette obligation entraîne responsabilité si l'État manque à cette obligation. Vous voyez, dans un autre domaine, il y a des lois qui ont été votées il y a une dizaine d'années qui obligent les écoles, les établissements scolaires à accueillir des enfants qui ont un handicap. C'est très bien. Hein. Et puis, il est apparu qu'il y a des écoles qui n'étaient pas en mesure d'accueillir un enfant ayant un handicap. Les parents ont introduit une action en responsabilité parce que la collectivité publique n'avait pas respecté son obligation d'accueil. Et le Conseil d'État a condamné parce que l'obligation avait été posée par la loi et que les collectivités publiques ne l'avaient pas respectée. Alors, dans son jugement, après avoir constaté qu'il y avait donc manquement à une obligation, le tribunal administratif de Paris ensuite rappelle les articles du Code civil qui consacrent le préjudice écologique, puisque l'association demande réparation d'un préjudice écologique et d'un préjudice moral. Voilà ce que dit l'article 1246 du Code civil, 1246 du Code civil. Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. Et en vertu de l'article 1247, l'article suivant du Code civil, le préjudice écologique consiste en une atteinte non négligeable. Donc, le préjudice écologique consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Donc, le préjudice écologique, selon cet article 1247, consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Et l'article 1248 dispose que l'action en réparation, donc l'article 1248 dispose que l'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir. Donc, qui est-ce qui peut demander réparation du préjudice écologique? Eh bien, selon l'article 1248, toute personne ayant qualité et intérêt à agir, tels que l'État, l'Office français de la biodiversité, qui a été créé par une loi de 2016, c'est un établissement public, les collectivités territoriales, donc État, Office français de la biodiversité, collectivités territoriales, dont le territoire est concerné, les établissements publics et les associations agréées. À propos des associations, puisque Oxfam et l'affaire du siècle sont des associations, l'article L142-1, on en a déjà parlé d'ailleurs, l'article L142-1 du Code de l'environnement dispose, article L142-1 du Code de l'environnement dispose que toute association ayant pour objet la protection de la nature, donc toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Eh bien, le tribunal administratif de Paris déduit de cet article que toute association, agréée ou non, je pense que l'affaire du siècle, par exemple, n'est pas agréée, je me trompe peut-être, mais je ne pense pas, parce qu'elle est quand même assez récente. Donc, le tribunal administratif déduit de cet article que toute association, agréée ou non, qui a pour objet statutaire la protection de la nature et la défense de l'environnement, a qualité pour demander réparation du préjudice écologique. Donc, les associations Oxfam et Notre Affaire à tous remplissent ces conditions. Le tribunal administratif, ensuite, rappelle les travaux du GIEC qui attestent d'un réchauffement climatique qui affecte la France notamment.
Donc, le tribunal administratif dit ensuite, bah oui, les travaux du GIEC établissent qu'il y a un réchauffement climatique et que la France n'est pas épargnée. Cette augmentation, ce réchauffement climatique a des effets néfastes, aggravation de l'érosion côtière, accélération de la perte de la masse des glaciers, et cela entraîne l'augmentation de phénomènes climatiques extrêmes, canicules, sécheresses, incendies de forêt, inondations, etc. 62% de la population, 62% de la population française sont exposés à l'un ou l'autre ou plusieurs de ces risques. Et en ne respectant pas les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, qu'il a lui-même fixée, en ne respectant pas les objectifs de la stratégie nationale bas carbone qu'il a lui-même fixée, l'État a contribué à la réalisation de ce préjudice écologique. Alors ensuite, le tribunal administratif examine séparément le préjudice écologique et le préjudice moral, puisque les associations demandent réparation de deux préjudices, préjudice écologique et préjudice moral. Donc le tribunal administratif reconnaît l'existence d'un préjudice écologique. Le tribunal administratif reconnaît l'existence d'un préjudice écologique. Il y a réchauffement climatique avec les conséquences qui en résultent, que je viens de donner. Et le tribunal se demande ensuite si, par son inaction, l'État y a contribué. Est-ce que, par son inaction, l'État a contribué à la réalisation de ce préjudice? Les associations le pensent, elles, puisque c'est pour ça qu'elles introduisent une action, et elles invoquent une méconnaissance par l'État d'une obligation générale de lutte contre le changement climatique. Donc, voilà, l'État a manqué à une obligation générale de lutte contre le changement climatique. Dans son jugement, le tribunal administratif, donc dans son jugement, le tribunal administratif estime bien qu'il existe cette obligation générale qui pèse sur l'État. Je dis, responsabilité suppose le manquement à une obligation. Eh bien, le tribunal administratif juge qu'il y a une obligation qui pèse sur l'État, obligation générale, de lutte contre le changement climatique. Pour en arriver là, eh bien, le tribunal administratif se fonde sur différentes conventions internationales. Oui, Madame Baugé me dit qu'elle vous a donné, du travail de toute façon. Donc, elle me pose une question sur… Ah oui, elle était étonnée. C'est bien quand même de conserver, quel que soit son âge, et Madame Baugé est jeune encore, hein, une capacité d'étonnement. Elle me dit, j'étais étonnée de constater que seul un tiers avait fait le travail qu'elle vous avait donné. Donc, elle a donné une semaine de plus, mais demandé que tout le monde le fasse par écrit. Elle me dit, c'est habituel qu'ils ne considèrent pas cela comme obligatoire. Oh, bah oui, je pense que tant que… j'en suis au même problème, vous voyez, c'est un problème d'obligation. C'est-à-dire, est-ce que l'obligation est sanctionnée? Si elle l'est, l'obligation, naturellement, est renforcée. Vous voyez, c'est toujours le même problème. Alors, donc, pour ce qui est de l'obligation générale donc, de lutter contre le changement climatique, eh bien, le tribunal administratif constate que la France a ratifié plusieurs conventions. Par exemple, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 92, l'accord de Paris du 12 décembre 2015, la COP 21. Et le tribunal rappelle également que les directives européennes qui constituent ce qu'on appelle le paquet climat, les directives européennes donc, qui constituent le paquet climat fixent un objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre.
en 2030 par rapport à 1990. Cette réduction, je l'ai dit tout à l'heure, est également inscrite à l'article L100-4 du Code de l'énergie. Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40%. Donc, de tous ces textes, Convention internationale, directive européenne, loi française, Code de l'énergie, de tous ces textes, le tribunal administratif déduit que l'État français, qui a reconnu l'existence d'une urgence, sinon il ne prendrait pas ces textes, qui a reconnu l'existence d'une urgence à lutter contre le changement, le dérèglement climatique, a également reconnu sa capacité d'agir, puisqu'il a adopté des textes en disant voilà ce qu'on va faire pour réduire ça. Et il a souscrit à des engagements internationaux, il a voté des lois, il a adopté des directives européennes au sein de l'Union européenne. Tous ces éléments traduisent une obligation à laquelle l'État a manqué, puisque l'objectif de réduction n'a pas été atteint. Alors, ensuite, les associations soutiennent que l'État a manqué à cette obligation de lutte contre le changement climatique. Donc, il a contribué, il a manqué à cette obligation parce qu'il n'a pas atteint, l'État n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était fixés dans les lois dans 3 domaines. Amélioration de l'efficacité énergétique, notamment des bâtiments, amélioration donc de l'efficacité énergétique des bâtiments, augmentation de la part des énergies produites, augmentation de la part des énergies produites à partir de sources renouvelables et réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il dit, voilà, les associations disent, dans 3 domaines, l'État a failli dans l'atteinte de ses objectifs, et par cette faillite, il a contribué aux émissions de gaz à effet de serre, sa responsabilité doit être engagée. Amélioration de l'efficacité énergétique, augmentation de la part des énergies renouvelables et réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, pour les 2 premiers points, le tribunal administratif estime que l'État n'a pas manqué à ses obligations. Pour les 2 premiers points, le tribunal dit, ouais, il y a eu les objectifs n'ont pas été atteints, mais pas au point qu'on puisse dire que l'État ait manqué à ses obligations. Augmentation de l'efficacité énergétique, le tribunal administratif constate que selon les données établies, la consommation finale d'énergie a diminué de 1,7%. Je dis bâtiment, mais ça ne vise pas que les bâtiments, transport, industrie, etc. La consommation finale d'énergie a diminué de 1,7% entre 2012 et 2017, soit une baisse qui est légèrement inférieure aux objectifs fixés. Alors, je ne sais plus l'objectif, mais c'est légèrement inférieur donc, à l'objectif que l'État s'était fixé pour atteindre donc, la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40%. Et le tribunal administratif relève que le projet de la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire celle qui va donner lieu au décret du 21 avril 2020, donc ce qui est inscrit dans cette nouvelle programmation, l'objectif de réduction de la consommation d'énergie reste insuffisant. Mais selon le tribunal administratif, on ne peut pas considérer que de ce point de vue, l'État, selon le tribunal administratif, on ne peut pas considérer que de ce point de vue, l'État a manqué à ses obligations parce que l'écart n'est pas considérable entre l'objectif qui a été fixé et les résultats qui ont été obtenus. Vous voyez, il n'y a pas un écart considérable. Deuxième point, l'augmentation de la part des énergies renouvelables. Donc, les associations soutiennent que si les énergies renouvelables avaient été vraiment développées comme l'objectif avait été fixé, il y aurait eu une réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque ces énergies ne produisent pas de gaz à effet de serre. Là encore, le tribunal administratif constate que l'État n'a pas atteint les objectifs qui s'étaient fixés. Vous voyez, par exemple, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie était de 16,6% en 2018
16,6% en 2018 par des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie totale, et que l'objectif qui avait été fixé était 23% en 2020. Donc, on n'est pas encore 2018, on n'est pas encore en 2020, et il y a un écart. Donc, mais selon le tribunal administratif, l'écart entre l'objectif fixé et ce qui a été atteint n'est pas suffisamment important pour considérer que l'État a manqué à son obligation de lutter contre le changement climatique. Il n'a pas atteint l'objectif fixé, mais l'écart n'est pas suffisamment grand pour que ça ait eu un effet considérable sur le manquement à l'obligation de lutte contre le changement climatique. En revanche, sur le troisième point, l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'État n'a pas atteint les objectifs fixés à l'article L221-1 du Code de l'environnement, article L221-1 grand A du Code de l'environnement et dans la stratégie nationale bas carbone. Il n'a pas atteint l'objectif, et là, cette fois, cette non-atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre traduit un manquement à l'obligation de lutte contre le changement climatique. Vous voyez, c'est notamment pour cela qu'entre 2015 et 2020, dans les deux textes relatifs à la stratégie nationale bas carbone, au budget carbone, le gouvernement a relevé le plafond, a été moins ambitieux, parce qu'il sait maintenant que s'il s'éloigne trop des objectifs qu'il s'est fixés, il manque à une obligation et il s'expose à sa responsabilité. Donc, il dit, je vais fixer des objectifs moins ambitieux, plus réalistes. Donc, sur 3 points, hein, 2 points, l'État n'a pas atteint ses objectifs, mais pas de façon considérable, ce qui impliquerait que ça ait contribué au non-respect de l'obligation de lutter contre le changement climatique. En revanche, sur le troisième point, réduction des émissions de gaz à effet de serre, là, l'écart est trop considérable. L'État n'a pas atteint les objectifs qu'il s'est fixés. Il en est résulté un préjudice qu'il doit réparer. Donc, préjudice écologique, et ensuite, donc le tribunal administratif reconnaît l'existence de ce préjudice écologique, et les associations donc demandaient la réparation symbolique, 1 euro, et puis demandaient également au tribunal administratif d'ordonner à l'État de prendre les mesures pour faire cesser ce préjudice. Et là encore, le tribunal administratif estime qu'en l'état du dossier, il ne sait pas quelles sont les mesures qu'il faut imposer à l'État. Vous voyez, le tribunal administratif dit, moi je veux bien imposer une injonction d'agir à l'État, mais je ne sais pas quelles mesures il faut lui imposer. Donc, le tribunal ordonne un supplément d'instruction pour déterminer quelles sont les mesures que l'État doit prendre pour atteindre l'objectif de réduction, pour respecter son obligation de lutte contre le changement climatique. Je reprendrai cette question la prochaine fois. Il est 10h15. Comme prévenu, comme promis, je m'arrête un quart d'heure avant la fin puisque je n'ai pas fait de pause. Bien, écoutez, bonne semaine. Bon rétablissement à Madame Baugé-Leleu. Yuri sera là, je vous ai mis en contact. Demain, vous avez qui? Non, on est mardi aujourd'hui. Donc, vous êtes en entreprise. Bien, écoutez, à la semaine prochaine. Je reviendrai à la faculté la semaine prochaine à 9h. Et bonne semaine d'ici là. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.